à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, une vidéo particulière d'une terrible situation dans laquelle nombre d'entre nous se sont déjà retrouvés et que si vous venez d'arriver sur les marchés financiers et notamment cryptoactifs, vous finirez très probablement par y être confronté. On va parler de ça dans cette vidéo. On va également parler d'un trade qu'on va construire ensemble sur Ethereum. Et à 16h, il se passe quelque chose, peut-être un petit peu de volatilité sur les marchés financiers, peut-être aussi cryptoactifs, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre jusqu'à des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Pourquoi pas l'utiliser? Aucun stress, aucun timing, aucun risque, aucun excès, aucun suivi, aucun sacrifice. Vous continuez à vivre normalement, travail, loisirs, famille et bien plus encore. C'est une stratégie de risk management qui n'est pas basée sur les émotions, mais sur des retracements et extensions, notamment de Fibonacci, qui sont des calculs mathématiciens très puissants et dits universels. Si vous ne l'avez jamais découvert, honnêtement, ça vaut le coup d'aller les télécharger. Elle se trouve dans l'onglet documentation sur le Discord, elle est complètement gratuite. Je vous invite à aller la découvrir. On va parler Bitcoin. Il n'y a strictement rien à dire sur Bitcoin. Bon, on est complètement polarisé, on a compris au niveau du sentiment, de cette perception du marché. On va donc pas maintenant y revenir. En revanche, sur Ethereum, il y a des choses qui sont en train de se passer, notamment un dénouement. Ce même dénouement que nous avions vécu à l'approche de la fin de l'année 2023, début d'année 2024, date fatidique du 10 janvier 2024, avec l'acceptation des ETF au comptant Bitcoin. Il semblerait, en vue de la tronche du graphique, qu'il y a beaucoup de chances que ce ne soit pas accepté. On est bien d'accord avec ça. Maintenant, c'est plus du tout une nouvelle, entre guillemets. Il y a encore quand même 20% de chances que ce soit éventuellement accepté sur un coup d'éclat de BlackRock. Mais bon, en même temps, on les entend plus du tout. On n'entend plus du tout. Enfin, on n'entend plus personne. En tout cas, les gros faiseurs, les grosses mains de ce marché, on les entend pas. Donc, partez du principe qu'ils sont déjà sur le coup d'après. Bon. Je vous avais également dit et annoncé à ce moment-là qu'on n'aurait pas en fait la possibilité, en cas d'acceptation, de nous donner une porte d'entrée en or massif. Vous comprenez bien que sur un premier arrêt, ce n'est clairement pas une mauvaise situation de marché en tant que swing trader ou en tant que trader, même investisseur, même si on est peut-être encore un tout petit peu haut par rapport à une zone de rechargement plus long terme. Mais techniquement, c'est pas bullish qu'on est en train de voir, mais on est en train de construire également un falling wedge. Un falling wedge, les résolutions sont généralement haussières en cas de breakout, bien évidemment. Donc on va pouvoir construire ce trade, mais on le fera juste après, et vous verrez sur quelle plateforme on le fait. Ça peut être super intéressant de pouvoir le construire. D'ailleurs, on va le doubler, soit dit en passant. Ça va être assez sympa de le regarder ensemble. Je continue avec une nouvelle, et pas une nouvelle forcément fracassante, mais bon, on va pas se mentir. On est de plus en plus en train d'alimenter ce billet et ce scénario qu'on s'était fixé il y a un peu plus d'un an de cela avec l'ensemble de la communauté par rapport à des décisions non pas politiques, mais des décisions dites juridiques. Et tant que ces décisions juridiques ne sont pas là, il faut s'attendre à rien de ce marché. Il y a un désintérêt total, il y avait un petit regain d'intérêt, mais clairement pas sur nos crypto-pépites, mais plutôt du côté du Bitcoin. Et Bitcoin a réagi extrêmement positivement à cette rentrée massive de flux institutionnels. Maintenant, on parle de Coinbase, maintenant on parle des exchanges, maintenant on parle d'Ethereum et maintenant on parle de l'ensemble du secteur et de l'écosystème crypto. Et honnêtement, si vous lisez ce petit papier, je le partage à 100%. Je vous le dis en toute franchise, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on est en train de lire. On le répète depuis des mois. Donc on attendra tout simplement ce dénouement et il faudra bien évidemment le jouer. On le jouera pas le jour du dénouement, on va le jouer en anticipation. Et cette anticipation, on le verra d'abord où? Sur les graphiques. Il faut le comprendre aussi comme ça. Bon, il est déraisonnable de qualifier la réglementation existante sur les actifs numériques d'inapplicable et la nécessité d'une loi est nulle. De plus, la Commission ait raisonnablement rejeté la pétition en faisant référence à un certain nombre de règles et de textes qui permettent déjà l'application du règle existant aux cryptoactifs. Je le résume en une phrase. Securities. Même en un mot, securities. Ni plus ni moins. Côté Coinbase, en plus de nier toute obligation de s'expliquer, la SEC répète encore et toujours l'erreur sur laquelle l'enregistrement tel qu'il est réalisable. Nous sommes convaincus que la Cure verra que ce n'est pas le cas. En attendant, voyez par vous-même. Ensemble, les demandes d'enregistrement pour ce type de projet, si vous voulez que ce soit cryptoactif ou que ce soit tout autre projet de l'écosystème crypto, en fait, n'est tout simplement pas applicable. C'est un petit peu le même peut-être clin d'œil qu'on pourrait faire vis-à-vis de l'enregistrement MSAN, puis de l'agrément MSAN, bien que Société Générale ait réussi en France, notamment à avoir le premier agrément MSAN
ça veut dire que c'est possible. En tout cas en France. Aux États-Unis, on se rend bien compte que c'est pas réalisable en réalité. Hein. Si vous voulez éventuellement essayer de faire passer auprès de la SEC un ICO, bon chance. Généralement, ça se fait pas sur le sol américain et ils ont bien raison de ne pas le faire là-bas, soit dit en passant. Donc ils vont chercher des flux de là-bas, mais les sociétés ne sont clairement pas créées aux États-Unis. Le problème de ça, c'est que les Américains, ils sont invités, si vous voulez. Et cette invitation, en fait, met ces projets et cet écosystème en très grand danger par rapport au cadre juridique quasi inexistant qui n'est tout simplement pas applicable en l'état au niveau du sol américain. Donc il faut attendre quoi ? Des décisions juridiques. C'est donc bien entre les mains de la justice que se trouve la légitimité de cette pétition et le juge devra une fois de plus trancher dans un dossier où les différentes interprétations peuvent être importantes. Le juge suivra-t-il le régulateur comme c'est souvent arrivé dans le passé ou prendra-t-il le risque de donner raison à Coinbase en prenant le risque de créer un précédent historique important ? Bon, le problème qu'on a par rapport à ce procès, c'est que c'est un démocrate, enfin une démocrate. Il semblerait que qu'il soit actuellement au niveau actuellement instructrice de ce dossier. Partez du principe que si Joe Biden n'est pas forcément pro-crypto, plutôt Trump, si on arrive à éventuellement d'essayer de cliver en fait deux camps républicains-démocrates, partez du principe qu'on va il va très probablement rien se passer avant les élections présidentielles. Et s'il doit se passer quelque chose, on le verra. Mais à ce moment-là, il faudra un petit peu regarder comme la technique du côté de nos politiques, et côté américain ici, cette fois-ci. Donc soyez attentifs à ça. Ne regardez pas forcément des décisions, même si c'est quelque chose de très important. Et je pense que ces décisions n'interviendront pas avant très proche des élections, voire pendant les élections, voire après les élections présidentielles. C'est toujours la même chose. Hein. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. On n'essaie pas trop de se mouiller. Gagner pour gagner, c'est validé, pas de responsabilité. Perdu pour perdu, généralement, on suit le flux. Et si on suit le flux, je vous le dis en toute franchise, du côté des décisions juridiques, la plupart du temps, on donne raison à la SEC. Hein. S'il n'y a pas de décision au niveau des sénateurs et du Congrès, chambre haute, chambre basse, très généralement, c'est pas systématique, mais très généralement, ça donne raison en fait à l'institution, donc ici à la SEC. Donc c'est pas très fameux ce qu'on est en train de voir, et vous le savez quoi, c'est exactement ce qu'on est en train d'observer par rapport aux cryptoactifs, notamment Ethereum et notamment toutes les autres qui sont encore en train de se dégrader, puisqu'on atteint en fait ce dénouement, mais un dénouement qui semble de plus en plus dit s'éloigner. Il y avait une petite chance, notamment avec les ETF au comptant, on était sur un super trend que nous avons parfaitement vécu, et actuellement on est tout simplement en train de rendre l'argent, en train de se dégrader, puisque le dénouement ne semble pas finalement à la hauteur de nos espérances. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est baissier. Pourquoi ? Parce que généralement, on tente de mettre la majorité du mauvais côté en vue d'anticiper un dénouement prochain qui pourrait être positif. Et ce dénouement prochain positif, l'objectif pour les faiseurs de marché, on peut l'expliquer comme ça, mais qui contrôlent beaucoup en fait de médias et qui savent parfaitement et qui comprennent parfaitement le sentiment et la psychologie, notamment de la dump money et de retail, c'est de nous laisser le plus longtemps possible dans un flou artistique. Donc, c'est ni bear ni bull, mais il faut que ce soit le plus dérangeant possible et le plus longtemps possible pour nous laisser penser qu'on est du bon côté du mouvement dans l'espoir de capituler. Non pas capituler nécessairement par le prix, mais plutôt nécessairement par le temps. L'objectif également, ceux qui sont les plus maximalistes, et en disant ça, on peut se donner beaucoup d'énergie, respirer un grand coup et dire « moi j'y suis, j'y reste, même si ça tombe à zéro, rien à cirer, je resterai jusqu'au bout ». Oui, mais nous, on n'est pas le problème. Nous, on est en fait strictement rien, et on fait partie, qu'on pourrait dire, du consensus de minorité. Ce qu'il ne faut pas en fait faire rentrer trop tôt, ce sont toutes les personnes qui souhaitent en fait investir dans les crypto-monnaies, mais qui en fait, ils ont toujours ce petit loquet de ça va encore baisser, c'est pas très positif, il y a encore eu un procès, il y a encore eu une arnaque. Et en fait, ce truc-là, il faut le garder le plus longtemps possible pour essayer de faire rentrer dans un goulot d'étranglement, pour réaliser ce qu'on appelle un choc de demande, avec un maximum de personnes en un minimum de temps, pour avoir des décalages de prix, là où en fait la smart money peut, de façon assez forte, je n'ai pas vraiment de mots, mais assez conséquente, de dégueuler leur token pour prendre un maximum de profit. Puisqu'ils ont besoin de ces volumes-là et besoin d'une belle contrepartie pour pouvoir en fait vendre tout simplement leurs tokens qu'ils ont accumulés pendant de nombreuses années maintenant, parce qu'on parle quasiment de 3 ans à l'heure où je vous parle, depuis le début du bear market. Voilà, j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. Donc, sans pour autant en fait timer le marché si vous le souhaitez, il faut garder à l'esprit que cette situation dans laquelle on est en train de vivre, l'objectif, c'est d'essayer de le conserver le plus longtemps possible.
Hein, pour nous faire capituler, même si ça peut être difficile pour certains d'entre nous, bien évidemment, de capituler, ce serait tellement dommage. L'objectif, c'est de revendre plus haut, et je le dis même beaucoup plus fort, beaucoup, voire beaucoup plus haut, et sachez que la smart money ne vend pas sur ces niveaux de prix, elle continue d'ailleurs à prendre des positions, et on le voit par rapport à des reconstructions de longues, notamment sur Bitcoin. Nous, on va le travailler sur Ethereum, mais au moins, vous avez toute la panoplie. D'accord ? Avant de passer en fait à cette construction de trade, j'aimerais juste vous montrer quelque chose de très intéressant par rapport à une terrible situation dans laquelle on pourrait se retrouver. Bon, on en a parlé sur le Discord c'était hier, donc on ne retrouvait plus en fait au niveau de TradingView, au niveau de la DeFi Coin, par rapport à le watchlist si vous voulez. Donc vous pouvez le retrouver ici, hein, vous allez dans TradingView, dans Market Cryptocurrency, et vous avez en fait des watchlists. Hein, vous en avez d'ailleurs un paquet, vous pouvez même créer vos propres watchlists. Donc si vous cherchez DeFi, vous l'avez ici, et vous pouvez en fait trier par market cap, trier par TVL, trier par volume, trier par tout ce que vous voulez. Il y a de très belles informations qui sont actuellement, et d'ailleurs vous pouvez même le trier par totale capitalisation DeFi. Ça veut dire qu'aujourd'hui toute la DeFi représente un montant substantiel, soit dit en passant, au niveau des dominances. Je vais le regarder ici, voilà, total DeFi. Je vais enlever mon Ichimoku Kinkuyu, on le verra juste après. Au niveau de la market cap, ça représente un peu moins de 100 milliards de dollars par rapport à celles et ceux qui sont actuellement à l'intérieur. Quand vous voyez ça, honnêtement, c'est pas baissier. On est tout simplement en train d'aller chercher un creux ici. Et on peut peut-être tirer le Fibo, on doit peut-être pas être très loin du premier arrive du 0,50. Allez, on peut aller gratiller ici juste le 0,50, une opportunité en or, hein, or massif, c'est ici. Hein. Constellation de moyenne mobile ascendante, zone de rechargement d'achat. On suit les flux, bien évidemment. Donc si on vient chercher ici au niveau de la DeFi, c'est le moment de se réinvestir. Je vais dire des bêtises, mais sur Uniswap, sur AV, sur à peu près ce que vous voulez, quoi. Même Ethereum, si vous le souhaitez. On pourrait même aller faire la neckline d'une précédente structure en W mensuelle ici, voire trimestrielle. Honnêtement, je vous le dis comme ça, hein, c'est clairement pas baissier, c'est très très bullish en fait ce qu'on est en train de voir, et les professionnels se positionnent lorsque le marché en fait corrige, fait des creux bien évidemment, et on achète les creux rationnellement en fonction de nos conditions par rapport à ce que l'on voit et non pas par rapport à ce que l'on croit. Et ici c'est plutôt joli de le voir bien clôturé sur le premier arrêt, c'est qu'il y a des gens qui souhaitent bien évidemment en profiter. Voilà, donc vous avez ceci sous les yeux, je vais aller un tout petit peu plus loin, puisqu'on peut éventuellement essayer de regarder par rapport à nos crypto-pépites préférées qui ont complètement dévissé. Mais quand je dis complètement dévissé, c'est de façon cataclysmique. J'ai pas d'autres mots, mais c'est cataclysmique. Vous pouvez regarder au niveau des market cap, on va regarder les plus petites. Et il faut comprendre que PNT, par exemple, P-Network, on en avait déjà pas mal parlé il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, et j'y étais investi personnellement. Je l'ai arbitré. Si vous prenez WTC, c'est Walton, je crois. Et il a été tout simplement délisté de Binance et il s'est littéralement fracassé. Donc on ne parle plus en fait de ces crypto-monnaies puisqu'on les a arbitrées, on les a donc statuées, on a pris notre perte et il faut apprendre à prendre notre perte. Et je préfère le dire maintenant, puisque si on rentre dans un cycle un petit peu euphorique, partez du principe qu'il y a beaucoup de ces cryptos-là qui vont finir en fait par aller à la casse. Je vais le prendre par exemple avec PNT par exemple. PNT, on l'a vu ensemble. C'était listé sur Binance, c'était listé sur pas mal de bels échangeurs. C'est passé à $1 million de capitalisation, donc on peut presque partir du principe que c'est presque mort. Le machin, il était monté à près de 80-100 millions, il a été divisé par 100 quasiment. Quoi, hein. Grosso modo, c'est moins 99,9% au niveau du price action. Si vous le zoomez un petit peu, ça c'est terminé. On ne s'accroche pas à ça, et je vous le dis franchement, ne le regardez même pas. Hein, ça, c'est pas quelque chose en fait qu'on veut acheter. Hein. On a l'impression que c'est peut-être pas mal, mais essayez d'accumuler, d'agréger des notions fondamentales qui sont très fortes. Et les meilleures notions fondamentales dans ces marchés pourris, illiquides, bourrés d'arnaques, comme le dit si bien Gary Gensler, au moins faisons ce peu d'aller chercher en fait là où c'est sur des beaux échangeurs. Alors si ça n'a jamais été sur de beaux échangeurs, type Binance, Bybit, BitGet, Coinbase, Swissborg par exemple, hein, à ce moment-là on peut éventuellement tenter d'espérer que ce soit un jour listé sur ces gros échangeurs. Sachez que le droit de ticket à l'entrée est très élevé. Hein. Si vous voulez vous lister chez Bybit, vous avez des conditions sur 4 pages et c'est entre 3 et 5 millions de dollars pour un listing. Donc grosso modo, lorsqu'on fait des ICO, des levées de fonds, des périodes de seed, etc., en tant que VC, il y a déjà en fait quasiment la moitié qui part directement pour être listé. Hein. Je vous le dis en toute franchise. Donc les tout petits projets qui ne lèvent pas peut-être 3, 4, 5 millions de dollars, partez du principe que ça peut être extrêmement difficile d'aller être listé sur des gros échangeurs. Donc au moins vous avez déjà une représentation assez claire
au niveau de l'envergure ou du potentiel du projet, puisqu'il faut qu'il aille sur ce type de plateforme pour pouvoir être visible, hein, tout simplement vu, qu'on le voit passer tout simplement. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui ont été listés un petit peu au forceps, parce que peut-être que le projet était bon, mais aujourd'hui, ces projets qui étaient bons historiquement se sont vus littéralement découpillés. Donc moins de volume, moins de développeurs, moins de vision, moins de prétention, moins de tout ce que vous voulez. Une spirale infernale plutôt négative ici, et ça dégage. Donc ça a cassé les lots, ça arbitre, et honnêtement, j'ai vendu le bottom de l'époque. Et finalement, ce truc a reperdu à peu près 90%. Je vous le dis en toute franchise. Pourquoi ? Parce que délisté de Binance. On continue avec un autre projet. C'était donc WTC. Honnêtement, j'avais fait une recherche folle sur ce Walton, ouais, c'est ça. Walton Chain. C'était plutôt un bon projet. Il y avait quand même un bon fondamental derrière. Il y avait une bonne équipe. Ça bossait pas mal. Et le machin, il a complètement dégoupillé. Il y avait pas de. Voilà. Il est monté très très haut. On parle ici d'une valorisation pendant le bull market. Alors, pas le premier, mais le second, aux alentours des $38 avec une market cap qui était folle. On parle ici de 1 milliard. Il est passé de 1 milliard de market cap. 1 milliard de market cap à 1 million de market cap. Et ça aussi, je vous le dis également. Ne regardons pas forcément des petites crypto-pépites qui nous semblent parfaitement horizontales, qui n'ont pas réussi en fait à nous proposer pendant un cycle précédent un nouvel ATH. Je les arbitre le plus souvent ou j'évite de les regarder. Et ça, c'est un warning, c'est un red flag. Ça ne veut pas dire que c'est systématique. Mais en fait, historiquement, lorsque il y a eu le précédent bull run, alors que si vous le regardez, franchement, c'est pas trop dégueulasse. Machin, il est parti de 30 centimes avec des jolies structures, etc. Mais imaginez le timing pour l'avoir. C'est janvier 2020 pour, grosso modo, février 2021. Vraiment, un an de sniping, vraiment le timing parfait pour tenter d'essayer de faire un espèce de, allez, je vais vous le donner en 1000, voilà, un x5, x7, quoi. Alors que vous en avez des Solana, des GLD qui étaient en train de chanter Kumbaya autour du feu avec des millions de dollars de marketing, et Sam Bankman-Fried encore en mettait à coups de millions derrière de notre argent, soit dit en passant, pour le faire pumper, et le faire pumper dans la stratosphère. Comprenez-le comme ça. Donc ça, c'est un gros warning, mais ça reste un projet en fait qui continue à build jusqu'à temps qu'en fait il se fasse tout simplement délister. Et le délisting, ça l'a littéralement tué. Donc un projet qui avait réussi à essayer de se maintenir aux alentours des 40 centimes, etc. Il est descendu à 1 centime, il a reperdu 99,9%. Ça dégage. Je vous en fais un dernier, et c'est vraiment peut-être dommage parce que ça représente... Je connais même pas le projet, et si vous avez déjà entendu parler de ce projet, c'est pareil, c'est un projet DeFi, NFT, etc., qui avait le vent en poupe avec un listing, mais je dis formidable, en plein octobre 2021, et on en fait des ICO actuellement, et on en fait des levées de fonds sur des petites crypto-pépites qu'on sait qu'ils vont être listés dans pas très très longtemps, et qui vont être listés avec peut-être des jolis coefficients multiplicateurs. Le machin, il est monté à $4 avec une market cap, accrochez-vous, à 300, 200, 2 ou 300 millions de dollars, et ce machin est descendu à zéro, tout simplement, 1 million, zéro. Voilà, ça vaut plus rien. C'est zéro, c'est terminé, au revoir. Et ce truc est encore sur Bybit, et il a été listé sur Bybit. Donc la levée de fonds qu'ils ont dû faire de plusieurs millions de dollars, parce que là, aujourd'hui, c'est 3 millions. Mais si vous repartez en 2021, c'était plus près de 10-15 millions de dollars pour être juste listé, avec des conditions de fou, etc. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est un petit peu... on ne peut malheureusement pas parler trop de ça que dans les milieux autorisés. Mais on est transparent. À un moment donné, ça coûte une pelle d'être listé sur ces échangeurs. Il ne faut pas se mentir. Alors quand on dit oui, on est en cours de discussion avec machin, etc. Ouais, on est en cours de discussion du nombre de zéros qu'on est en train de mettre derrière le chèque. Je vous le résume comme ça. C'est que de l'argent. Et on parle pas des institutions francophones, etc., avec des bons fondamentaux, etc., et qu'on laisse la chance aux petits porteurs de projets. Non, là, vous parlez de Binance, vous parlez de Bybit, c'est des requins, les mecs. C'est des mégalodons, on peut les parler comme ça. S'ils sont là aujourd'hui, c'est pas pour rien, soit dit en passant. On continue là-dessus, pour pas perdre le fil. Donc ça a été formidablement bien listé. Il y a généralement des périodes de vesting qui pourraient peut-être décaler ce timing-là, avant que les institutionnels vendent leurs tokens, parce que maintenant on a des périodes de vesting de 36 mois, voire 48 mois dans certains cas, voire plus dans certains cas. Mais malheureusement, la finalité de ces projets-là, s'ils n'arrivent pas en fait à passer l'épaule, finissent finalement à zéro. Et on en voit peu aujourd'hui, parce qu'on est plutôt concentré sur des projets qui ont des belles structures graphiques, des belles constructions graphiques, des fondamentaux plutôt solides, avec des promesses qui sont élevées, et avec une énergie qui est importante.
Mais malheureusement, la plupart de ces projets finiront comme ce que je suis en train de vous montrer actuellement. Et ça ne veut pas dire que c'est un scam. C'est juste qu'ils n'étaient pas suffisamment calibrés, suffisamment compétents, suffisamment équipés, suffisamment informés, suffisamment tout ce que vous voulez, plus les hacks, plus les machins, plus les trucs. C'est le Far West. Et ce Far West, en fait, il faut tout simplement l'accepter. En revanche, je vais vous donner une contre-valeur, si vous voulez, par rapport à Pixie qui nous a demandé de parler de Viot. Alors, je ne sais pas trop comment ça se dit. Viot. Viet. Bon, c'est de l'IA, quoi. Il a compris le truc. Bon, l'IA, je pense que ça peut être pas mal. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi par rapport au RWA, par rapport à l'IA. Honnêtement, on va pas se faire la guerre entre nous. Hein. Je pense qu'on aura tous les deux notre chance. Prenez les deux. Hein, on va pas se mentir. Hein. Je suis pas full IA. Moi, je suis tout. Donc, je fais même de l'interop et je suis sur 5 narratifs personnellement. Donc je ne serai pas sur tous les narratifs, et très probablement que celui qui va briller le plus, peut-être qu'il n'est même pas encore sorti. Donc vous voyez, mais vous rassurez-vous, hein, il n'y a pas de choix à faire. Je pense qu'il faut plutôt avoir un équilibre avec une équipondération, au sein même d'une pondération full crypto, qui peut être peut-être extrêmement dangereuse, mais ça, les risques, on les connaît. Si vous prenez ce petit projet qui s'appelle VAI, donc V-A-I-O-T, bon, c'est de l'intelligence artificielle, c'est un projet qui a vécu en plein bull market, un magnifique listing, etc. Mais il est entre guillemets un petit peu différent des autres. Pourquoi ? Parce que les structures sont belles. Il n'est pas encore listé sur des énormes échangeurs, bien qu'il soit actuellement sur BitGet notamment. Et vous avez des structures qui sont en train de se renouveler et vous avez eu les confirmations. Vous voyez qu'on a bien lancé la trend. Donc il y a du volume grandissant. Vous avez d'ailleurs ici, on va le regarder aussi, VAI, je crois que c'est celui-là. VDT, on peut le regarder sur BitGet. Bon, il a été listé il n'y a pas très très longtemps. Est-ce qu'on l'a sur KuCoin avec un peu plus d'historique ? Oui, on l'a sur KuCoin avec un peu plus d'historique. On va le passer en hebdomadaire. On peut regarder au niveau de nos... Est-ce qu'il y a des divergences ? Un petit peu, voilà, des retours de volume qui sont en train de se construire avec des structures sur le volume. Vous avez l'OBV qui est... Bon, c'est un petit peu plat, mais on peut regarder peut-être en daily. Voilà, il y a une belle remontée là au niveau de l'OBV. Il y avait eu un crash. Bon, bear market, vous connaissez l'histoire. Hein, mais vous avez une belle remontée depuis novembre 2022 qui suit bien les flux par rapport au marché. On a réintégré en fait une moyenne mobile 20 périodes en trimestriel. C'est plutôt très positif. Ça a beaucoup travaillé ici, à la fois tantôt distribution. On est repassé sur des moyennes mobiles ascendantes. Ce projet est très très bien positionné comme une pépite qui pourrait éventuellement surperformer. Et c'est un truc qui fait 60 millions de dollars de capitalisation. Donc ils ont été listés sur BitGet, ils ont sorti le chéquier, ils sont encore là, ça semble continuer à build sans pour autant entrer dans l'hyper détail de ce projet-là, mais c'est clairement des petits projets qu'on peut pister, qu'on peut flairer pour tenter, si vous le souhaitez bien évidemment, d'y jeter un regard peut-être neuf, en allant faire une recherche fondamentale très poussée sur ce type de projet qui est passé inaperçu pendant extrêmement longtemps et qui donne des signes, si vous voulez, de vie. Donc ça, ce sont des projets qui sont intéressants, mais pas forcément intéressants pour dire all-in, mais juste de dire, ok, ça peut aiguiser ma curiosité. Tous les autres types penny stock, ça dégage. Je vous le dis en toute franchise. Et il n'y a pas le droit à l'erreur, en fait, là-dessus. C'est tellement risqué, c'est tellement du Far West en fait, on peut même pas prendre la minute de temps possible pour pouvoir passer 10 minutes à chercher un truc qui finalement est introuvable, quoi. Et ça me plaît plutôt pas mal. Donc merci pour Pixie pour cette petite trouvaille. Je ne vais pas rentrer dans l'hyper détail, on le fera peut-être pendant un live si vous voulez éventuellement, ou un top crypto pour rentrer plus profondément dans ce type de crypto-actifs. Mais j'ai trouvé en fait la charge extrêmement jolie, avec des retours de volume, des petites structures très sympas, des semblants de breakout, toujours dans un range. On n'a pas encore des flux et on n'a pas forcément encore l'ensemble de nos confirmations, mais en tout cas, j'en ai quand même pas mal. On finit sur Ethereum. Pourquoi ? Parce que Ethereum, on avait un petit trade à construire. En tout cas, je vais le construire. Et je vais le construire sur quoi ? Sur DYDX et sur BitGet. Je vais faire les deux d'ailleurs. Je vais faire le même. Je vais faire sur DYDX, comme ça continue en fait à essayer de nous ouvrir et d'ouvrir la communauté aux échangeurs décentralisés. DYDX est aujourd'hui le leader ou un des leaders des échanges décentralisés avec carnet d'ordre qui est basé sur le Cosmos Hub, en tout cas sur la technologie Cosmos. Donc c'est juste formidable. Et je vais le construire. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dédiée sur DYDX et il y en a une prochaine, notamment sur un tuto qui sera donné d'ici une dizaine de jours. Donc j'espère que ça vous plaira. Et on aura un mât également avec un des membres de la fondation de DYDX. Donc si vous l'avez loupé, je vous le remets en haut à droite d'ailleurs au niveau de la vidéo tuto DYDX. Ça peut être intéressant. Et on va donc le construire sur DYDX. Et j'avais envie de faire cette même construction sur BitGet, un des échangeurs avec un slippage les moins chers du marché, avec des frais parmi les plus bas du marché, pour voir un petit peu comment ça se passe, tout simplement. Et de faire en fait un comparatif vraiment à équidistance sur un trade
exactement pareil sur Ethereum. Alors comment je vais le construire? On va le construire comme des institutionnels, on va le construire comme des whales. On va pas faire all-in x20 avec 1000 balles. Rassurez-vous, on va le construire doucement mais sûrement. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, restez avec moi, on finit juste là-dessus. Donc je vais essayer de le retrouver. Mon petit trade, je vais aller sur en un temps, je pense que je l'ai ici. Est-ce que j'ai des informations? Ouais, on va le construire là-dedans. Bon, ou peut-être pas. Est-ce qu'on le construit ici? Moyenne mobile, voilà. On va le construire là-dessus, c'est pas très très grave. C'est propre. On est actuellement sur un premier arrêt. Premier arrêt qui donne en fait lieu à une possibilité de trade. Donc on va tomber dans une plus petite time frame au niveau du 4 heures. On va regarder si oui ou non on a eu quelques divergences. Des volumes qui sont jolis avec de la volatilité, donc de l'intérêt. Ici on a des magnifiques divergences qui sont en train de se mettre en place. Vous voyez ici ça baisse par exemple. Donc on peut construire déjà ce premier trade. Donc ici ça monte. Avec un petit breakout, c'est juste formidable sur cette bougie ici par rapport à la pointe que j'ai là. Donc divergence haussière confirmée. Une divergence veut dire consolidation. Mais ça donne en fait une première indication, une première impulsion pour aller chercher des stops complètement évidents qui sont en train de s'accumuler patiemment sur ce prix-là. Bon, et sur cet asset-là. Moi, ça me plaît pas mal. Je n'ai pas encore toutes mes confirmations, mais on peut quand même tenter d'essayer de construire ce trade ensemble pas à pas. On va essayer de chercher des bloqueurs, parce qu'il nous faut toujours des bloqueurs pour aller chercher notre stop. Le seul bloqueur que je vois actuellement, c'est assez bas. On irait plutôt le chercher aux alentours des 1500 $. En termes de bloqueur, on n'a rien à faire là, donc ce sera un énorme trade par rapport à un bloqueur dynamique qui s'appelle une moyenne mobile trimestrielle en 20 périodes. Trimestrielle en 20 périodes. Vous imaginez pas le béton armé que c'est. Je doute très franchement que Ethereum aille le chercher jusqu'ici. Ce sera donc pour moi considéré ici comme une invalidation. Donc on va chercher cette invalidation et on dépose le stop juste en dessous des précédents lots qui se trouvent juste ici, qui remettrait complètement en cause la dynamique de flux haussier, voire de la tendance haussière de Ethereum. Pourquoi? Parce que si vous êtes idiotiste, vous voyez ici, vous avez probablement une 2. Et généralement, les bas de 2, on ne les pénètre pas, quoi. Hein, on les tient. Sinon, c'est qu'on s'est gouré quelque part. Donc, j'ai une constellation d'invalidation et de bloqueurs dynamiques avant d'aller chercher cette invalidation-là. Attention, on va faire du levier là-dessus. Hein, mais ce ne sera pas un levier fort, mais vous allez voir comment on va le construire. L'objectif de ce long, il est juste formidable. Il est ici. On va chercher les bottoms et on va le construire avec une extension de Fibonacci. On ne va pas être trop gourmand, on va aller chercher un 1,618. C'est un trade qu'on va durer sur le temps. Hein. Attention, c'est pas un petit trade. Hein. D'ailleurs, on en fera deux. On en fera un petit, on en fera un gros. Mais le petit, je vous le dirai de jeudi, le petit. Là, on va commencer par construire le gros, comme ça, on va le garder. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les frais de financement, etc. par rapport au trade et comment ça se passe sur la longueur. Parce que moi, je sais si ou pas j'ai des retours de funding négatifs, que ce soit sur Bitgate, que ce soit sur... D'ailleurs, on va même le construire aussi sur Bybit, comme ça, on fait un espèce de cadre sur Ethereum, ça peut être sympa. Alors, c'est quand même un actif liquide, mais au moins, on joue carte sur table. Objectif, c'est les 1,618 aux alentours des 9000 $ à peu près. Hein. Donc, on va chercher cette extension ici. Maintenant, comment on le construit pour essayer de maximiser, et je dis bien pour maximiser notre... Alors, si on pourrait très bien prendre un TP partiel, etc., mais nous, on ne prendra pas de TP partiel ici. Hein, on va vendre 90% de la position proche des 10 000 $. Proche des 10 000 $ et on devrait les taper si on fait un nouvel ATH. Pourquoi? Parce que c'est un énorme prix psychologique. Là, vous amenez du monde sur Ethereum si on arrive à 10 000 $. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Donc, je prends une position 1 ici, à l'aveugle. Hein. Premier arrêt, ça ne me pose pas de problème. La deuxième position, je la prenais sur une traîne. La traîne que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Vous voyez, une fois, deux fois, trois fois. Trend juste là. Qu'on peut en fait coupler par rapport à Ichimoku Kinkoyo. Pourquoi? Parce qu'on peut se retrouver très proche en fait au niveau d'une Kijun en mensuel. Regardez comme c'est beau. Ici, vous voyez cette Kijun mensuelle, elle est juste magnifique. Donc ça, c'est un magnifique bloqueur dynamique. Donc je prendrai un deuxième play ici. Donc je double ma position. Ici, je prends mon trade, je suis dans le train. Puis je double ma position et je vais chercher après ma constellation. Ma constellation de quoi? Une constellation de moyenne mobile ascendante. Elles sont donc ici. Et notamment une moyenne mobile 20 périodes en mensuel. Juste là. Dès lors, vous avez compris l'idée. Je vais changer de couleur et comme ça, vous l'aurez mieux. Je prends ici, je veux mettre 1000 $. On met 1000 $ là. C'est un gros big long, hein, un gros long. Je mets un levier grosso modo x3. Comme ça, on l'arrondit, il sera assez simple. Donc, je mets 250 € ici. Je mets 250 € ici. Et je mettrai 500 $ ici. Ce qui me lissera en fait mon prix de revient à peu près. Hein, ce serait aux alentours des 2200 à peu près, 2200 $.
Voilà. Ce qui me donne en fait un 32%, 33%. Donc un levier x3 avant invalidation, donc perte de l'intégralité de la position. Je fais ça avec 2,5% du capital, ou 2% du capital, 1% du capital, 0,5% du capital, mais pas plus. D'accord? On ne met pas 10% du capital trading dans ce trade-là. Ça sert strictement à rien. L'objectif, c'est de le reproduire et de le garder sur la durée pour voir un petit peu comment ça va se passer, comment ça va se découpiller. Donc je doute en fait qu'on aille chercher en fait ce troisième play, mais au moins on est dans le train. Et comme ça, je vais construire un long. Et vous rigolez peut-être de l'observer. Ça paraît logique, ça paraît du bon sens. Les leviers sont faibles, mais sont persistants. Ça permet en fait de pas forcément gonfler au niveau de la performance, mais de gonfler le montant que je ne voulais pas investir, parce que ça veut dire que là, je devrais investir 3000 $. Mais ce que je peux très bien faire, par exemple, c'est de prendre 3000 $, positionner 2000 $ sur Ethereum, que je le stake directement, voire en restaking, pour pouvoir financer directement mes fundings, parce que si ça commence à monter, ce sera très probablement des fundings positifs, et ma position ne fera que 1000 $. Et je suis prêt à perdre 1000 $ sur ce trade-là, tout simplement. Donc c'est le montant de ma perte qui va en fait engendrer le montant de mon levier, tout simplement. Ça ne décuple pas du tout, finalement, ma performance. Très loin de là. Donc je suis prêt à perdre 1000 $. J'aurais très bien pu faire, et comme ça je le reprends par rapport à ce que j'avais dit hier. Je peux très bien mettre 3000, mettre ici, et te couper finalement lorsque j'arriverai sur mon invalidation. Mais c'est dommage de positionner 2000 $ qui seront finalement jamais alloués. Sauf si je veux faire du spot, mais là je le fais sur des contrats futurs. Vous avez en fait toute la panoplie et comment on va construire ce trade. Donc je vais le construire tranquillement cet après-midi. Je vais prendre la première position aujourd'hui et on va le suivre sur des YDX et sur BitGet pendant... je pense qu'on va le suivre longtemps. Comme on l'a suivi le premier relativement longtemps, donc je pense qu'on est parti pour au moins 6 mois de trade ici. Et c'est comme ça qu'on construit en fait un long, si vous voulez, sans pour autant faire des tout petits plays, un peu de scalper. Mais en scalper, on l'a. Allez, je vous le spoil quand même pour le tout petit. On peut aller très bien le chercher sur un petit trade contrarien. Juste, je vais enlever ça. Je vous le donne en 1000. Sous cette poche de liquidité, juste au niveau du discours de Jérôme Powell. Voilà, peut-être que le discours de Jérôme Powell, ça peut être pas mal. Ou les refus des ETF. Généralement, refus des ETF, le premier qui bouge, il perd. Donc refus des ETF, Jérôme Powell. Refus des ETF, réintégration. Si ça réintègre le range, il y a un play à prendre avec le stop sous la précédente mèche. Ou sur un bloqueur dynamique. On peut utiliser Ishimoku Kinkoyo. On a d'ailleurs un magnifique bloqueur aux alentours des 2500 $. C'est Ishimoku en mensuel. Donc ça, ce serait un super play à prendre. Et l'objectif, c'est d'aller chercher toute la liquidité pour aller chercher le haut du canal. Hein. D'accord? Réintégration de range, objectif, aller chercher le haut du range. Hein. C'est toujours la même chose. Donc réintégration égale haut. Donc, on pourrait le prendre comme suit. Je le fais en prédictif, mais c'est le petit qu'on pourrait prendre. Donc là, c'est sous 10 jours. Hein. Et on va chercher un petit ratio, voilà, 2,5. C'est pas mal. On pourrait le prendre un tout petit peu plus bas. Voilà, un petit ratio de 1 pour 3. C'est complètement faisable. Et ben vous savez quoi? On va le prendre également celui-ci, mais je vous en reparle peut-être jeudi. Sur ce,